À tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la sarcopénie et à la dénutrition, et je laisse sans plus attendre la parole au professeur Christophe Moinard. Merci beaucoup Cécile. Effectivement, je vais essayer dans les quelques instants qui suivent de vous parler de dénutrition, de sarcopénie chez les seniors et de voir si, comme souvent on le pense, c'est une fatalité ou pas. Alors je dirais que être vieux, c'est pas nouveau, et quand vous regardez dans la Bible, vous voyez que il y a une époque où apparemment on vieillissait très vieux, et j'allais dire que quand vous regardez les performances de Mathusalem, d'Adam, même d'Isaac ou Abraham, eh bien je dirais que Jeanne Calment à côté ressemble plus à une petite joueuse, si on peut dire de façon un petit peu abrupte. Pour revenir de façon un peu plus sérieuse, quand on regarde l'évolution de la population des seniors de plus de 60 ans au cours des 250 dernières années, eh bien, vous voyez, si au XVIIIe siècle, on n'avait que 7% de la population française qui avait plus de 60 ans, eh bien, cette proportion a été multipliée par 4 au cours des 2 derniers siècles, puisqu'on est pratiquement à 30% aux alentours, aux horizons de 2020. Et ce vieillissement va s'accompagner également d'une autre modification. Et quand vous regardez le nombre de centenaires, s'ils étaient anecdotiques en 1950, eh bien, un siècle plus tard, on se retrouvera à peu près avec plus de 150 000 centenaires. Et clairement, c'est un challenge absolument considérable et notre société n'est pas encore en mesure de relever. C'est pour ça qu'il faut effectivement essayer de réfléchir à comment prendre en charge cette population. Alors, la notion de vieillissement et de senior, c'est quelque chose, on va dire, qui a bougé au cours du temps. Et quand vous regardez ces deux photos, vous avez à gauche Gabriel Moinard, qui est mon grand-oncle, 101 ans le 12 mai dernier, qui est en pleine forme et qui continue à faire des conférences pour raconter la vie assez extraordinaire qu'il a eue. Et puis à droite, vous avez une photo de Geronimo qui avait une quarantaine d'années. Et vous voyez qu'effectivement, qu'au cours du temps, même la notion de senior a évolué. Alors, quand on parle de seniors, en réalité, on ne parle pas de quelque chose d'homogène. Et effectivement, la population âgée est relativement hétérogène. Vous allez avoir des seniors actifs qui sont en bonne santé, qui vont passer beaucoup de temps à faire beaucoup d'activités sportives, faire beaucoup de marches, faire l'ascension de la Napurna ou s'occuper de leurs petits-enfants. Et puis, vous allez avoir les sujets en maison de retraite, institutionnalisés, là aussi avec une grande hétérogénéité, ceux qui vont être en bonne forme, et puis d'autres extrêmement dépendants, et puis même avec des troubles cognitifs. Et puis vous avez, ce que je vous disais, cette population qui émerge, les old, les très vieux, les quasi-centenaires, qui correspond effectivement à une population très particulière. Alors malgré l'hétérogénéité de cette population, eh bien, elle a une caractéristique commune, c'est que le vieillissement s'accompagne d'une perte irréversible de la masse musculaire. Et pour illustrer ce que je vous dis, je vais juste vous présenter le travail de l'étude de Monroe, publiée voilà une petite quarantaine d'années, qui avait regardé l'évolution de la composition corporelle dans différentes tranches d'âge, mais avec des gens de poids constant. Et vous remarquez qu'effectivement, quand on regarde la masse musculaire, eh bien entre 25 et 75 ans, on perd la moitié de sa masse musculaire. Et pour illustrer ce que je vous dis, quand on regarde une coupe de cuisse, une coupe de scanner d'IRM, eh bien, vous voyez à droite, vous avez une cuisse adulte, on voit en noir la masse musculaire et autour un peu de masse graisseuse en blanc. Eh bien, vous voyez que pour une cuisse à peu près comparable, on voit que la masse maigre a fait la place à de la masse graisseuse. Et cette évolution de la composition corporelle est effectivement quelque chose de quasiment irréversible et inéluctable au cours du temps. Et sur ces données du professeur Abuter de Nice, qui montre effectivement que du plus jeune âge jusqu'au plus grand âge, eh bien, on a une perte continue de sa masse musculaire. Alors, à part la forme irréversible de la cachexie de la sarcopénie, on voit clairement les conséquences. Qu'est-ce que ça va faire de perdre sa masse musculaire au cours du temps? Eh bien, vous allez avoir progressivement une perte de la performance. Si on mesure votre performance par le hand grip, eh bien, on va avoir une baisse de cette performance. La masse musculaire, vos muscles, qui vous servent à vous déplacer, à vous tenir debout. Et donc, si on a moins de muscles, eh bien, on va plus se fatiguer et on va perdre de sa force musculaire. On estime qu'on perd entre 12 à 15% par décennie. Et l'exemple classique, si à 18 ans, vous n'avez pas de problème à monter au dernier étage chez vous sans ascenseur, avec vos courses, refaire la même chose à 40 ans, ben vous serez un petit peu plus fatigué.
Et puis vos muscles, comme je vous le dis, ils vous servent à tenir debout, donc vous augmentez les risques de chute. Et globalement, sur le long terme, cette sarcopénie va accélérer la fonte musculaire au cours des épisodes de stress et on va avoir à long terme une incapacité à récupérer. Alors me direz-vous, très bien, mais est-ce que c'est grave si on est moins esthétique, mais si on a moins de muscles et si on est dénutri? Alors je dirais, juste pour vous l'illustrer, ce travail publié une vingtaine d'années dans le Lancet, très beau travail que j'aime beaucoup présenter, est l'étude du frigo Veritas. Les chercheurs sont allés chez des personnes âgées, ils ont ouvert leur frigo, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, puis ils sont partis. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ils ont suivi ces populations, et notamment ils ont regardé leur hospitalisation. Vous voyez très bien, à gauche, la courbe du bas, et ceux dont le frigo était non vide, et la courbe du haut était ceux dont le frigo était vide. Et clairement, on a une hospitalisation beaucoup plus importante quand le frigo était vide. Et quand la personne était hospitalisée, c'était en moyenne 34 jours après la visite quand le frigo était vide, contre 100 jours quand le frigo était plein. On est hospitalisé 3 fois plus vite quand votre frigo est vide. Et une manière, on va dire, un peu plus biologique de dire les choses, l'étude de Corti qui a regardé chez des personnes qui avaient en moyenne d'âge 75-80 ans et qui ont été suivies pendant 5 ans. Il a regardé, entre autres, la mortalité de ces patients et en fonction des concentrations d'albumine. Et quand l'albuminie était normale, on avait une mortalité aux alentours de 20%, ce qui est classique dans une population de cet âge. En revanche, quand l'albumine était inférieure à 35, et je vous rappelle que la dénutrition, le cutoff est à 30, eh bien on avait quasiment 70% de mortalité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'entre ces deux courbes extrêmes, eh bien il a clusterisé, il a fait des clusters en fonction des concentrations d'albumine, et vous voyez que les courbes de mortalité sont toutes parallèles les unes aux autres, montrant bien qu'on a une relation entre la dénutrition et les risques de mortalité chez la personne âgée. Et si on fait, il y a beaucoup d'études sur le sujet dans la littérature, si on essaye de faire une petite compilation, bien vous voyez que si vous avez une perte de poids de plus de 5 kg, vous augmentez fortement le risque de décès de 120%. Des apports alimentaires insuffisants, vous multipliez quasiment par 2,5 le risque de devenir malade ou de mourir, et la dénutrition elle-même quasiment va doubler le risque de devenir malade ou de mourir. Et chez la personne âgée hospitalisée, la dénutrition par elle-même, indépendamment de la pathologie causale, va multiplier par 4 le risque d'infection nosocomiale. Et je reprendrai la phrase d'Éric Fontaine, ancien président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, disant « Maigrir, c'est mourir ». Et effectivement, le fait d'être trop maigre n'est absolument pas une bonne chose, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Alors souvent, les personnes âgées vont vous dire « Oui, mais vous savez, il ne faut pas que je mange trop, il faut que je fasse attention, j'ai du cholestérol, j'ai du diabète, j'ai de l'hypertension. Et donc, je fais mon régime. » Et donc, la réponse est non. Les personnes âgées ne doivent pas suivre de régime de restriction. C'est pas moi qui le dis, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Pourquoi? Parce que ces régimes vont favoriser le risque de dénutrition. C'est juste, j'allais dire, un calcul de risque. La dénutrition va apparaître de façon extrêmement rapide, dans les heures ou dans les jours qui suivent la restriction. Alors, là aussi, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce qu'on ne fait pas de régime de restriction qu'on peut avoir une alimentation complètement désordonnée et déséquilibrée, et puis on va dire un peu excessive. On doit respecter les recommandations du plan national nutrition santé. Alors, revenons-en à cette problématique de fonte musculaire, où c'est bien connu, on a une fonte musculaire au cours du vieillissement, et donc la grande question, c'est pourquoi on perd son capital musculaire. Alors, il y a de multiples raisons, c'est quelque chose qui est multifactoriel, mais on a un facteur d'origine nutritionnelle qui va jouer un rôle majeur. Je vais juste revenir un petit peu de métabolisme, ne vous inquiétez pas, ça va être relativement simple. Quand après un repas, on regarde le devenir des acides aminés d'origine alimentaire, notamment chez l'adulte, les protéines que vous ingérez vont être digérées, les acides aminés vont être absorbés, et globalement, la quasi-totalité des acides aminés sont absorbés au niveau intestinal. Mais les acides aminés neurotoxiques, l'organisme va limiter l'augmentation systémique des acides aminés, et l'organe qui va jouer un rôle, c'est le foie, et qui va ne délivrer en périphérie, sur un plan quantitatif et qualitatif, que les acides aminés dont l'organisme a besoin. Et cette hyperaminoacidémie ensuite qui va apparaître en postprandial va permettre de stimuler
la synthèse protéique, en particulier la synthèse protéique musculaire. Et donc, cette augmentation de la synthèse protéique va permettre de compenser les protéines qui ont été perdues pendant les phases de jeûne. Et donc, si vous êtes un sujet adulte en bonne santé, les successions de phases nourries et à jeun fait que sur 24 heures, votre bilan est égal à 0 et que vous êtes à l'état d'équilibre. Chez la personne âgée, les choses sont un petit peu différentes. Globalement, l'absorption est relativement préservée, mais pour une même quantité d'acide aminé, quand on regarde la quantité d'acide aminé qui va arriver en périphérique, eh bien celle-ci est quasiment divisée par 2. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la séquestration splanchnique, qui a été démontrée pour la première fois par Yves Boiry à Clermont-Ferrand. Et cette hyperaminoacidémie ne permettra pas de stimuler de façon adéquate la synthèse protéique musculaire. Et donc, la succession des états nourris et de jeûne fait que sur 24 heures, on n'aura plus un bilan égal à 0, mais on aura un bilan qui sera légèrement négatif. Et si je dois résumer, cette séquestration splanchnique, elle va avoir 2 conséquences. Elle va d'une part expliquer la résistance à la renutrition chez les personnes âgées, c'est-à-dire que quand vous allez renourrir, c'est un phénomène bien connu, il est très difficile de renourrir des personnes âgées, parce que très peu de ce que vous allez apporter va arriver en quantité suffisante en périphérie. Et puis, cette séquestration splanchnique va contribuer à la lente érosion de la masse musculaire et au développement de la sarcopénie. Alors maintenant qu'on sait ça, comment on peut préserver son capital musculaire? Et la bonne question, c'est peut-on préserver son capital musculaire? Alors la première idée qui va penser, c'est de dire, c'est simple, moi je vais faire de l'exercice. Alors est-ce que l'exercice est suffisant? Alors bien sûr, il est indispensable chez une personne âgée de maintenir de l'exercice, mais pas forcément pour maintenir son capital musculaire. Je vais juste vous l'illustrer par un exemple. Ici, vous avez une photo de John Turner, psychiatre américain, qui est un grand athlète du bodybuilding. Il voilà à 67 ans. Et donc, clairement, c'est un bel homme pour son âge. Et alors qu'il continue à faire du bodybuilding, le même homme a 79 ans. Et vous voyez qu'effectivement, qu'il a quand même perdu, on le voit nettement au niveau des bras, il n'a pas réussi à préserver son capital musculaire. Alors, bien sûr, l'exercice est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il ne permettra pas de ralentir, il va permettre de ne pas faire d'exercice pour aller faire vert, c'est-à-dire il va aggraver la fonte musculaire, mais l'exercice tout seul n'est pas suffisant pour limiter la fonte musculaire. Alors, après, beaucoup d'auteurs ont essayé de développer des stratégies nutritionnelles. Et la première stratégie qui a été proposée, c'est de dire, c'est simple, on va essayer de saturer cette séquestration splanchnique. Alors, certains ont proposé des régimes hyperprotéiques ou la nutrition pulsée, c'est-à-dire qu'on va répartir différemment les apports protéiques sur la journée. Et par exemple, je vous présente ici le travail de Bouillane, publié voici quelques années, où chez des personnes âgées qui étaient hospitalisées, ils avaient testé deux approches nutritionnelles. À gauche, le régime étalé, c'est-à-dire une répartition d'apports protéiques classique entre le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner. Et puis le régime pulsé, où ils ont essayé de concentrer l'apport protéique sur le repas du midi. Et dans ce travail, ils avaient réussi, alors la cible était 80%, mais ça a été compliqué, donc ils sont arrivés quand même à 70%. Et est-ce que c'est efficace justement pour lutter contre la dénutrition? Quand vous regardez les résultats, donc des personnes âgées dénutries ont reçu un régime standard ou le régime pulsé pendant 42 jours, et quand vous regardez sur la masse maigre, vous voyez le régime témoin qui est en vert, conformément à la littérature, aucun effet de gain de masse musculaire, qui est une donnée classique de la littérature. En revanche, ceux qui avaient eu la nutrition pulsée, eh bien, les hommes avaient gagné 2 kg et les femmes avaient gagné 1 kg de masse musculaire. Donc effectivement, c'est un concept qui est valable. Mais si on résume les données disponibles dans la littérature, les régimes hyperprotéiques peuvent marcher, mais ils posent des problèmes de compliance. Il est difficile de faire prendre des doses élevées de protéines chez les personnes âgées. Et puis, les protéines sont satiétogènes. Donc, on a un effet pervers des régimes hyperprotéiques. Le régime pulsé, comme je viens de vous le montrer, il marche. Il est efficace. Il a été validé scientifiquement. Mais là, ça pose un autre problème, c'est qu'il est difficilement transposable à une population. Dans ce cas-là, on avait une étude clinique, on avait des diététiciennes qui étaient recrutées pour le travail, qui ont permis de faire la chose, mais c'est difficile à l'appliquer dans la vraie vie. Alors, d'autres concepts ont été développés, les protéines de digestion rapide, la leucine, malheureusement, c'était des concepts séduisants, mais qui n'ont pas porté la preuve de leur efficacité. On parle beaucoup de la vitamine D, mais de façon systématique, normalement, toutes les personnes âgées sont sous vitamine D, donc c'est pas cet élément qui sera suffisant à préserver la masse musculaire des personnes âgées.
Et donc la question qu'on s'est posée voici maintenant une quinzaine d'années, c'est qu'il existe une stratégie nutritionnelle efficace et facile à mettre en œuvre pour lutter contre la dénutrition et la sarcopénie. Alors jusqu'à maintenant, les stratégies développées essayaient de lutter, de saturer la séquestration splanchnique. Et nous, on a eu une proposition alternative de dire, est-ce qu'il existe un apport azoté qui échapperait à la séquestration splanchnique et qui pourrait améliorer l'efficacité de la renutrition chez la personne âgée. Donc, on a regardé d'un point de vue, stratégique quelle était la forme d'azote qui pourrait être efficace. Et on en a conclu que ce qui était plus efficace, c'était la citrulline. Alors pourquoi la citrulline? La citrulline est un acide aminé de production exclusivement intestinale. C'est l'intestin a la capacité de produire la citrulline. Mais l'intestin, il ne sait pas la métaboliser. Donc la citrulline, elle est libérée dans la circulation. Et de façon intéressante, la citrulline n'est absolument pas captée par le foie. Donc, sur le papier, la citrulline est un acide aminé qui échappe à la séquestration splanchnique. Alors, on avait un beau concept, il fallait le vérifier. Et donc, dans un premier travail principe, on a évalué l'efficacité d'un régime enrichi en citrulline chez le rat âgé dénutri. Alors, c'est intéressant, le rat âgé, il est comme l'homme âgé, il a une résistance à la renutrition et il a une séquestration splanchnique. C'est effectivement un modèle qui est bien adapté. Donc, on avait des rats de 22 mois, ce qui ferait des personnes âgées de 75-80 ans, qui ont été dénutris, donc on les restreignait à 50% de leurs ingestats spontanés, pendant 12 semaines, puis au terme de cette dénutrition, un groupe a été euthanasié, et les deux autres groupes ont été renourris à 90% de leurs ingestats spontanés, soit avec un régime standard, soit avec un régime enrichi en citrulline. Et qu'est-ce qu'on a vu? Je vais vous présenter juste le résultat princeps, qui était le contenu protéique musculaire. Vous voyez à gauche les animaux dénutris, le groupe R, renourris avec un régime standard, absolument aucun effet, et renourris avec de la citrulline, eh bien, on a augmenté de 20% le contenu protéique musculaire. Et quand on a voulu savoir à quoi était due cette augmentation du contenu protéique musculaire, on avait mesuré la synthèse protéique en utilisant des traceurs. Données classiques de la littérature, vous voyez que la renutrition est sans effet sur la synthèse protéique musculaire. En revanche, les animaux qui avaient reçu un régime en citrulline, on avait quasiment doublé la synthèse protéique musculaire. Alors on était particulièrement content parce qu'on ne connaissait aucune molécule d'ordre pharmacologique ou nutritionnel qui ait un effet aussi puissant sur la synthèse protéique. Alors, bien sûr, on augmente le contenu protéique musculaire, la synthèse protéique, mais ce qui finalement, on a augmenté la fonction musculaire. On a poursuivi par d'autres études, toujours avec le même modèle, et cette fois-ci, chez les animaux, on avait mesuré la force musculaire par des méthodes d'électrophysiologie, et on avait pu montrer effectivement que le gain de masse musculaire s'accompagnait bien d'un gain de force musculaire. Donc au vu de ces premiers travaux, on avait pu montrer qu'une complémentation orale en citrulline permettait effectivement une meilleure accrétion protéique musculaire via une stimulation de la protéosynthèse musculaire et que ça s'est accompagné d'une augmentation de la force musculaire. Donc clairement, la citrulline est un beau candidat dans le développement d'une éventuelle stratégie nutritionnelle chez la personne âgée. Alors, au vu de ces premiers résultats qui étaient encourageants, il y a quelque chose qui nous avait quand même fortement intrigué, c'était cet effet aussi puissant de la citrulline sur la synthèse protéique. Et on s'est dit, est-ce que par hasard, c'est des choses qui arrivent en science, heureusement de temps en temps, est-ce qu'on ne serait pas tombé par hasard sur une molécule qui aurait des propriétés pharmacologiques? Et on a émis l'hypothèse qu'effectivement, la citrulline posséderait une action directe sur la protéosynthèse musculaire. Et donc, on a essayé d'évaluer la capacité de la citrulline à stimuler directement la synthèse protéique musculaire in vitro. On a utilisé un modèle classique d'antéverture de muscles isolés périphusés qu'on a pris chez des rats adultes. On a prélevé l'épitroclaris, qui est un muscle de la patte avant. Le rat en a deux. L'un était incubé avec de la citrulline et l'autre était incubé sans rien. Et quand vous regardez effectivement chez les rats, qui étaient des rats adultes dénutris, le muscle qui est incubé avec de la citrulline, 2 heures avec de la citrulline, eh bien en 2 heures, on augmente de 80% la synthèse protéique musculaire. Et là, on n'a plus de problème, c'est plus une histoire de séquestration splanchnique parce que la citrulline est en contact direct avec le muscle, et donc oui, la citrulline a bien une action pharmacologique. Donc, la grande question qu'on s'est dit, ok, on a une action pharmacologique, par où ça passe? Classiquement, la voie des acides aminés passe par une activation de la voie mTOR. On va rentrer dans les détails. Donc,
On a fait simple, on s'est dit, on va voir est-ce que l'action de la citrulline passe par la voie mTOR. On a recommencé notre modèle de muscles isolés périphusés, on retrouve une action de la citrulline dans les muscles qui sont incubés de la citrulline, et on a incubé des muscles avec de la citrulline et de la rapamycine, qui est un inhibiteur de la voie mTOR. Et dans ce cas-là, effectivement, on voit que cet effet disparaît totalement. Et on a confirmé in vivo et in vitro les actions pharmacologiques de la citrulline. Et très récemment, nous avons même pu montrer qu'en réalité, la citrulline stimule la synthèse protéique en réorientant les flux d'énergie, les flux d'ATP, vers la synthèse protéique musculaire. Donc, en conclusion de tout ça, clairement, on a le mécanisme d'action de la citrulline, elle stimule la synthèse protéique musculaire via une activation directe de la voie mTOR, confirmant bien que la citrulline est un élément essentiel de régulation de l'homéostasie azotique. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que la citrulline stimule la synthèse protéique musculaire chez l'homme? Parce que le rat, des fois, les travaux ne pourraient pas concorder. Alors, on avait des données indirectes, on avait fait des données de pharmacocinétique, et dans ces données, on observait que l'administration de citrulline améliorait le bilan d'azote chez le volontaire sain. Alors, je vais vous présenter un travail, cette fois-ci pas de notre équipe, mais de l'équipe de Dominique Darmon à Nantes, qui chez des sujets sains, il apportait de la citrulline. Effectivement, on voyait bien qu'il y avait une amélioration du bilan d'azote. Mais le bilan d'azote, c'est une boîte noire, c'est pas une preuve directe d'une action sur la synthèse protéique musculaire. Et pour répondre à cette question, dans le cadre d'un partenariat avec la Mayo Clinic aux États-Unis, à Rochester, une de nos étudiantes est partie en postdoc pour évaluer la capacité de la citrulline à stimuler la synthèse protéique musculaire chez le volontaire sain. L'étude, le design était le suivant. On avait des jeunes adultes qui avaient un régime hypoprotéique, qui est un modèle que dispose la Mayo Clinic, entre guillemets, pour faire une dénutrition light. Et ces volontaires ont reçu soit de la citrulline diluée dans de l'eau, soit un placebo isoazoté, et 3 semaines plus tard, ils revenaient. S'ils avaient eu la citrulline, ils prenaient le placebo, et s'ils avaient le placebo, ils reprenaient la citrulline. Et les sujets avaient tout un tas de perfusions, et donc des biopsies musculaires, pour pouvoir mesurer la synthèse protéique. Et donc, quand on veut faire ce genre d'approche, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un état-stable. Donc les volontaires buvaient leur citrulline par petite dose, vous voyez, pour arriver à un état d'équilibre où ils avaient une citrullinémie qui était aux alentours de 800 micromol. Et je vais vous présenter un seul résultat, qui est la synthèse protéique. Eh bien, quand vous regardez la synthèse protéique, elle est augmentée de 25% par la prise orale de citrulline. Dans cette étude, les volontaires avaient pris 10 grammes, et donc, clairement, on a pu montrer que l'administration de 10 grammes de citrulline par voie orale permet bien de stimuler la synthèse protéique musculaire chez l'homme. Juste pour vous donner une petite idée, pour avoir un tel effet, 25% d'augmentation, il faut que vous fassiez 1 heure de sport par jour pendant un mois pour avoir un tel effet sur l'activation. Alors, activer en aigu la synthèse protéique, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant pour préserver la masse musculaire? Non. Il faut vérifier qu'effectivement, l'effet de la citrulline est pérenne dans le temps. Et donc, c'est la deuxième question qu'on s'est posée. Est-ce que cette action est pérenne dans le temps? Et donc, on a évalué les effets à long terme d'une complémentation en citrulline chez le rat âgé sain. L'étude était très simple. On avait des rats spragdolés âgés de 20 mois, ça ferait 75-80 ans, qui ont été nourris pendant 12 semaines, soit avec un régime standard, soit avec un régime enrichi en citrulline, bien sûr. Nos deux régimes étaient isocaloriques et isoazotiques. Et qu'avons-nous vu au terme de l'étude? Alors, on a eu une mortalité de 20% dans le groupe contrôle, classique pour des animaux de cet âge, pas de mortalité dans le groupe citrulline. Alors, bien sûr, statistiquement, c'est significatif, mais il faut être honnête, nos effectifs sont trop faibles pour pouvoir en tirer des conclusions. Quand on regarde sur l'évolution pondérale, on n'avait pas de différence sur le poids de nos animaux. Par contre, on a fait de la composition corporelle et on voit de façon intéressante que la masse maigre était augmentée de 8%, et puis on avait un effet extrêmement net sur la masse grasse qui était fortement diminuée, en particulier la masse grasse intra-abdominale chez nos animaux. Alors, cette masse maigre, qu'est-ce que c'était? C'était bien, on a pu le vérifier, une augmentation de la masse musculaire. Vous avez les principaux muscles de la patte arrière. On avait effectivement un effet très net sur le gain de masse musculaire. Et ce gain de masse musculaire était lui-même lié à une augmentation des protéines musculaires, également fortement augmentées dans cette situation. Cependant, on peut avoir beaucoup de types de protéines, ça aurait pu être que du collagène, et donc on a fait de la typologie, on a fait des analyses histologiques, et on a regardé notamment les fibres musculaires. Et on a mesuré le diamètre des fibres, et vous avez ici de représenter
la répartition des fibres musculaires en fonction de leur diamètre. Et donc, plus les fibres sont sur la droite et plus le diamètre est élevé. Et vous voyez, le groupe contrôle, c'est les verts, et en rouge, c'est les groupes citrulline. Et vous voyez que pour les citrulline, eh bien, on a un décalage vers la droite, on a moins de fibres de petite taille, et on a plus de fibres de grosse taille. On voit bien que sur la droite, on a plus de rouge que de vert. Donc, on avait bien la confirmation que sur le long terme, la citrulline augmente bien la masse musculaire et que cette augmentation de masse musculaire est bien une augmentation des fibres musculaires. Et chez l'homme, est-ce qu'on observe les mêmes résultats? Eh bien, récemment, on a été publié les résultats d'une étude faite dans 5 hôpitaux parisiens, une étude multicentrique, où des personnes âgées dénutries ont reçu pendant 21 jours soit 10 grammes de citrulline, soit 10 grammes d'un placebo isoazoté. Et je vous présente juste le résultat principal. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, on avait une augmentation de 10% de masse musculaire appendiculaire chez ceux qui prenaient de la citrulline, et on retrouvait cette diminution de masse grasse chez les personnes âgées. Et très récemment, une autre étude vient d'être publiée, cette fois-ci au Canada, chez des femmes de plus de 60 ans qui étaient obèses et sarcopéniques. Et cette fois-ci, ils ont associé citrulline et exercice. Et quels sont les résultats? Eh bien, les résultats, là aussi, sont positifs. C'est-à-dire qu'on a un effet synergique de la citrulline et de l'exercice. Quand vous regardez la force musculaire des membres supérieurs, eh bien, vous voyez que dans le placebo, on n'a pas d'augmentation de la force musculaire. En revanche, quand on associe exercice plus citrulline, on a une augmentation significative. Et sur le graphe de droite, qui est le time up and go, c'est-à-dire le temps où les gens mettent pour se lever, se rasseoir, alors l'entraînement a un effet bénéfique, mais vous voyez que cet effet est encore plus efficace quand on associe de la citrulline. Donc, pour conclure, si j'essaie de résumer là ce que je vous ai présenté, cet overview de près de 15 ans de recherche, chez le rat, la citrulline permet de restaurer la masse musculaire au cours du vieillissement, elle augmente la force musculaire et globalement, elle corrige les effets chroniques du vieillissement sur la composition corporelle. Et chez l'homme âgé, j'allais dire, eh bien, on retrouve les mêmes résultats. L'administration orale de citrulline est très bien tolérée, elle augmente la synthèse protéique musculaire et elle permet de restaurer la masse musculaire chez la personne âgée, que ce soit une personne âgée dénutrie ou une personne âgée sarcopénique. Et finalement, quelle est notre vision, notre objectif? C'est quand, en utilisant cette stratégie nutritionnelle de la citrulline, on va permettre de préserver effectivement le capital musculaire pour que les personnes restent en bonne santé, restent sur cette courbe, plutôt la courbe verte, où j'allais dire, on peut espérer un jour mourir en bonne santé. Et comme le dirait La Fontaine, je voudrais qu'à cet âge, on sortit de la vie ainsi que d'un bon banquet. Et avant de passer la parole à Cécile, je dirais que suite à ces résultats, tous ces travaux ont été réalisés essentiellement à l'université Paris-Descartes. On avait été encouragé par notre université à créer une société pour mettre à disposition, j'allais dire, de la population les résultats qu'on avait obtenus. Alors, c'était pas forcément dans notre mentalité, puis on a été très insistant, et puis je dirais, soit beaucoup de prétention, beaucoup de naïveté, on s'est dit, ben pourquoi pas. On a essayé, on s'est dit, on va les savoirs et les découvertes qu'on a fait pour essayer de créer des produits pour les seniors, et c'est ainsi qu'est né Cetrage, c'est-à-dire c'est une société créée par des scientifiques et non pas par des industriels. Nous sommes avant tout des scientifiques et des chercheurs, mais on s'est dit qu'effectivement, il faut peut-être partager notre recherche, et quand on fait de la recherche, notamment dans ce domaine-là, c'est pour améliorer, je veux dire, la vie de nos concitoyens. Et donc, je laisse la parole à Cécile pour maintenant vous parler un petit peu de la création de Cetrage et des produits qui en ont découlé. Merci Christophe. Comme le disait Christophe, suite à une vingtaine d'années de recherche par l'université Paris-Descartes sur la L-citrulline, nous avons décidé de créer le laboratoire Cetrage et de mettre à disposition du grand public les fruits de nos recherches, à savoir donc 2 produits constitués de L-citrulline. Donc, Protéocyte est un complément nutritionnel oral constitué à 100% de L-citrulline
Il a un marché à la PHP. Il est destiné aux personnes âgées fragiles, mais également aux personnes dénutries ou sarcopéniques. Donc, pour ce qui est de la posologie, on conseille 5 grammes, c'est-à-dire un stick par jour, toujours avec le repas qui apporte plus de protéines, chez des personnes âgées fragiles, selon les critères de Frid. Donc, je vous rappelle qu'une personne âgée fragile est une personne qui va avoir au moins un de ces critères, à savoir un amérisme involontaire, une sensation de fatigue, une sédentarité, une difficulté à marcher sur 400 mètres ou une difficulté à monter des marches d'escalier. Et on va doubler la dose, c'est-à-dire 2 sticks par jour, donc 10 grammes en une seule prise et toujours avec le repas qui apporte le plus de protéines chez les personnes dénutries ou bien chez des personnes sarcopéniques. Mais là, il n'y a plus vraiment de notion d'âge, parce qu'on peut être anorexique à 18 ans et être dénutri, on peut être obèse à 30 ans et présenter une obésité sarcopénique, ou bien alors on peut avoir un cancer à 40 ans, par exemple, et être dénutri. Pour ce qui est de la prévention, comme l'a indiqué Christophe en tout début de sa présentation, dès l'âge de 30 ans, on perd 3 à 8% de notre masse musculaire et ça s'accélère à partir de 50 ans. Et c'est à partir de 50 ans justement que l'on va ressentir les effets de cette dégénérescence musculaire progressive. Et donc, à partir de 50 ans, les personnes qui vont se plaindre de fatigue ou de manque de tonus, de perte de dynamisme, ou bien les personnes qui sont sédentaires, suite par exemple à une fracture ou à un épisode infectieux, vont pouvoir faire des cures de prévention en utilisant Myocyte, qui est le deuxième produit qui a été développé. Donc Myocyte est constitué de 3,5 grammes de citrulline par stick. Également, à partir de 50 ans, certaines personnes vont ressentir une accumulation de graisse et vont vouloir faire un régime qui n'est pas forcément bien contrôlé ou bien équilibré. Et dans ce cas, elles vont perdre du muscle avant de perdre du gras. Donc, elles peuvent aussi faire de la prévention par rapport à la fonte musculaire liée à un régime en utilisant du Myocyte. Et dans ce cas, on va être sur des cures de 3 mois. Donc, les cures de Myocyte, c'est de 3 semaines à 3 mois, surtout s'il y a présence d'un régime hypocalorique. Que ce soit pour protéocytes ou pour myocytes, même précaution d'emploi, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas chez des personnes qui sont sous chimiothérapie en même temps que les cures de chimio, parce que celle-ci a généralement besoin d'un environnement pro-oxydant. Or, la citrulline a un fort pouvoir antioxydant, donc il ne faut pas que ça interfère. En revanche, entre les cures, il est tout à fait possible d'utiliser protéocytes et myocytes. On n'utilise pas non plus chez les personnes qui sont sous antivitamine K lorsque l'IMR est déstabilisé pour ne pas augmenter les risques hémorragiques du fait que la citrulline soit également un générateur de monoxyde d'azote. Et il ne sert à rien d'utiliser les produits chez une personne qui a une clearance de la créatine inférieure à 30 ml/min. Jusqu'à ce moment-là, le sang est tellement surchargé que ce n'est pas parce qu'on va apporter un acide aminé supplémentaire qu'il y aura une efficacité. Nous vous proposons également des outils pour dépister la fragilité ou la sarcopénie. Par exemple, le questionnaire sur la fragilité qu'on appelle le questionnaire SIGN, développé par le gérontopole de Toulouse et basé sur les critères de Frid, qui se présente sous la forme de ce tableau-là. Vous posez ces questions. Si on vous répond 1 ou 2 fois oui, vous pouvez considérer que la personne est fragile. Si la personne a moins de 70 ans, vous pouvez lui conseiller de faire une cure de Myocyte, qui va aller de 3 semaines à 3 mois. Si la personne a plus de 70 ans, vous lui conseillez de consommer du protéocyte à 1 stick par jour. Et si la personne vous a répondu plus de 2 fois oui, à ce moment-là, vous passez au questionnaire SARC-F pour dépister la sarcopénie. Donc, c'est un questionnaire pour lequel vous allez scorer les réponses et en fonction du score, si c'est un score inférieur ou égal à 3, vous pouvez considérer que la personne est fragile. Par contre, si c'est un score supérieur ou égal à 4, à ce moment-là, vous pouvez considérer que la personne est sarcopénique et dans ce cas, vous lui proposez du protéocyte.
Donc, nous espérons que ce webinaire vous a intéressé. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site www.citrage.com et vous pouvez nous poser également des questions à l'adresse mail contact@citrage.fr. Nous vous remercions de votre attention. Merci Christophe d'avoir pris le temps d'enregistrer également ce webinaire. Et nous vous disons à bientôt pour pouvoir continuer éventuellement de visu ces échanges sur un sujet passionnant qui est la sarcopénie, la dénutrition et un sujet qui est également d'actualité sur la perte d'autonomie dans notre population vieillissante. Merci à tous et à bientôt.